Bonjour à tous, bienvenue dans l'actualité de ce mercredi 18 février. À quoi faut-il s'attendre vendredi? Une marée de coefficient 118 est annoncée. Des risques sont-ils à prévoir? Certaines plages sont-elles plus menacées que d'autres? Les équipes d'intervention sont-elles prêtes? Le point dans ce journal. La pression monte pour ce jeune brasseur vendéen. Dans quelques jours, sa bière sera présentée et surtout jugée au Salon de l'Agriculture à Paris. À J-3, il nous ouvre les portes de sa fabrique. L'histoire des gueules noires n'a pas disparu. Aujourd'hui, ce sont les fils et les petits-fils de ces mineurs vendéens qui nous racontent. On découvre alors le quotidien de l'époque au travers de la nouvelle exposition proposée par le Centre minier de Fémoro. Vendredi, ce sera donc l'une des plus importantes marées de l'année. On annonce en effet un coefficient de 118, 120 étant le coefficient maximum. Alors à quoi faut-il s'attendre? Le point avec Samuel Grasset. Déjà un coefficient de 103 cet après-midi sur le littoral vendéen et le niveau de l'eau va encore monter d'ici la fin de la semaine. Une marée de 118 vendredi, cela correspond à un niveau de la mer plus élevé de 3 mètres. Il pourrait être encore plus élevé, il y a des risques de surcote. Météo France annonce un retour de la pluie pour cette fin de semaine avec du vent de secteur ouest-sud-ouest allant jusqu'à 80 km/h et une mer forte avec une houle de 2 à 3 mètres. Météo France doit affiner dans les prochaines heures ses prévisions. En cas de risque, elle déclenchera une vigilance jaune, orange, voire rouge. Rappelons que ce système d'alerte météo vague submersion n'existait pas il y a 5 ans. Mais les risques sont différents par rapport à la tempête Xynthia. La protection du littoral s'est renforcée avec des opérations d'urgence sur les digues au lendemain de la tempête, mais aussi des travaux plus durables de renforcement et de surélévation des digues dans le cadre des PAPI, les plans d'action et de prévention des inondations. Nous avons beaucoup travaillé, les collectivités territoriales, l'État, pour développer un programme de travaux conséquent. On en voit les effets sur tout le littoral vendéen, 2 fois plus de travaux chaque année par rapport à l'année précédente, mais c'est un travail de longue haleine qui justifie à la fois qu'on continue à investir, mais aussi qu'on puisse faire face, comme nous le faisons aujourd'hui, à des événements tempétueux. Quelques points sensibles font néanmoins l'objet d'une surveillance particulière, notamment là où les travaux de protection du littoral ne sont pas terminés. C'est le cas sur l'île de Noirmoutier, la dune des Élous ou encore la digue sud du Gois à Barbâtre. Les dunes des Becs, des Mouettes et de la Pège à Saint-Hilaire-de-Riez sont également surveillées. Elles ont souffert l'hiver dernier de la houle et de la succession des tempêtes. Point sensible également, la digue de la Belle-Henriette à la Tranche et la Faute-sur-Mer. Des engins de chantier pourraient être prépositionnés pour réparer d'éventuels dégâts. Il faut toujours s'inquiéter. La culture du risque, c'est d'accepter le fait que l'homme n'est pas plus fort que la nature. D'avoir cette attitude de modestie, de ne pas oublier, d'avoir la culture du risque, ce qui s'est passé dans les années précédentes, ce que les anciens, dans leur sagesse, ne faisaient pas. Et je pense qu'alors, il y a de bonnes chances qu'on n'ait pas de pépins graves. Si la situation devait devenir critique, le centre opérationnel départemental pourrait être activé. Basé à la préfecture, il permet de coordonner les opérations de secours et les interventions sur le terrain. La plupart des communes ont également adopté un PCS, un plan communal de sauvegarde. Il prévoit d'alerter la population par téléphone, SMS ou par haut-parleur et d'envisager en dernier recours des évacuations. Le Conseil général prévoit enfin de mobiliser les directeurs de port ainsi qu'une 50aine d'agents des routes. Un mot à présent sur ces dégradations racistes à Challans. Ce mercredi matin, la commune a découvert une trentaine d'inscriptions et des croix gammées à différents endroits de la ville. Une enquête a été ouverte, les vidéosurveillances vont être analysées et dès demain, les peintures devraient être retirées. Cette actualité vient s'ajouter aux dégradations également retrouvées ces derniers jours dans un cimetière du Bas-Rhin, de la Haute-Garonne et du Calvados. La région de l'Indre est également concernée depuis ce mercredi. Tous les 2 jours, en France, un agriculteur se suicide. En 2014, plus de 1300 exploitations ont subi un redressement ou une liquidation judiciaire. Depuis près de 30 ans, l'association Solidarité Paysans vient donc en aide à tous ces agriculteurs.
À la veille du Salon de l'Agriculture, elle organise d'ailleurs une mobilisation nationale. L'association se rend donc dans différentes fermes du Péry pour aller à la rencontre de ces professionnels. Et ce mardi, ils étaient d'ailleurs réunis sur un GAEC à Saint-Michel-Mont-Mercure. L'occasion de rappeler qu'en Vendée, 350 familles ont été accompagnées l'année dernière et 266 emplois ont ainsi pu être maintenus. Mais au-delà du soutien, l'association souhaite également proposer un accompagnement plus quotidien, comme l'explique le président. Parallèlement à cet accompagnement individuel, l'association met en place ce qu'on appelle des cafés à la ferme, 2 ou 3 fois par an, qui permet aux personnes accompagnées de se retrouver, d'échanger entre elles, de façon à dédramatiser un peu collectivement leur situation. On est plutôt là du coup sur le mieux-être, on n'est pas dans la recherche de solutions techniques ou économiques, on est plutôt dans l'échange, dans la parole et dans la recherche d'un mieux-être pour essayer de passer outre le stress de la situation qu'ils vivent. Plus légèrement, on va parler du Salon de l'Agriculture. C'est à partir de samedi à Paris. Alors forcément, on pense aux animaux, aux nombreux concours d'animaux. Mais le salon, c'est aussi la découverte des produits artisanaux. Durant ces 9 jours, plusieurs concours du genre vont d'ailleurs se succéder, notamment celui de la bière. Et un Vendéen y participera pour la première fois avant son départ. Pierre Dalicieux l'a d'ailleurs retrouvé dans son atelier. Régulièrement, Maxime Tripoteau vient vérifier si tout se passe comme prévu dans ses cuves. Ce jeune brasseur de 30 ans s'est installé dans l'exploitation agricole familiale en juin dernier. Après quelques détours par le nord de la France et la Belgique, c'est bien en Vendée que sa bière est née. Là, la bière, elle vient de sortir de cuve donc de première fermentation. Donc, elle est alcoolisée. On a une bière qui est alcoolisée, qui est aromatique, qui est pas encore claire parce qu'on l'a pas gardée, on l'a pas fait décanter ses levures en suspension et son trouble. Mais à l'issue de la garde, on va l'embouteiller et c'est à ce moment-là qu'elle deviendra gazeuse en fait. Là, elle est plate, ouais. Ici, c'est toute la production qui est stockée dans une pièce à 25 degrés pour continuer la fermentation. Et parmi toutes ces bouteilles, 6 vont partir dès demain pour Paris. Des bouteilles dont Maxime prend particulièrement soin. C'est des bouteilles qu'il faut manipuler avec attention. Donc là, je vous sors un échantillon. Donc, c'est une personne du concours agricole de Paris qui est venue apposer une étiquette avec le code de la bouteille, de l'échantillon. Et puis un autre cachet sur le bouchon, sur la capsule. À ne pas déchirer. À ne pas déchirer, bien sûr. Pour verrouiller 3 échantillons de mon stock, de mon lot de bière blonde. Pour le concours. Le concours général du Salon de l'Agriculture de Paris, une étape importante bien sûr, mais pour Maxime qui y participe pour la première fois, ce genre d'événement, c'est surtout l'occasion de se montrer. Si je participe au salon, en fait, c'est pour déjà une approche en fait à l'heure actuelle, c'est plus dans le sens d'une approche pour découvrir un petit peu comment fonctionne ce genre de concours. Pour aussi avoir un retour du jury sur la bière qui est brassée ici. Et puis après, peut-être pour avoir une médaille. Mais je pense que c'est pas dans mes priorités à l'heure actuelle. Dès septembre prochain, la mousse sera produite 100% locale, avec l'orge et le houblon produits par ce brasseur agriculteur. 2 activités qui se complètent très bien. Et précisons qu'une autre bière vendéenne sera également présente sur le salon cette année. Il s'agit de la bière Mélusine de Chambretot. Rappelons qu'elle avait remporté l'or en 2013. On ouvre notre page consacrée aux élections départementales de mars prochain. Nous poursuivons ce soir la présentation des candidats. Présentation que nous faisons toujours par ordre alphabétique. Et ce soir, nous sommes à La Roche-sur-Yon et plus précisément à La Roche-sur-Yon Sud, puisque la ville compte 2 cantons. Et ce canton a été redessiné, comme quasiment tous les autres. Regardez, il ne compte plus que la Chaise-le-Vicomte, les Clouseaux, Aubigny et Némy, sans oublier bien sûr le sud de La Roche-sur-Yon. Il a donc perdu 5 communes qui sont maintenant dans les cantons de Mareuil-sur-Lay ou de Chantonnay. Et dans ce canton qui compte un peu plus de 41 000 habitants, pas moins de 7 binômes se présentent devant les électeurs. Nous allons en découvrir 3 ce soir et nous allons commencer par entendre Françoise Besson. Elle est conseillère municipale d'opposition à La Roche-sur-Yon et elle se présente avec Michel Reynaud. Ils portent ensemble les couleurs d'Europe Écologie Les Verts. On écoute donc Françoise
Françoise Besson. Ce binôme a un mot d'ordre dans cette campagne, la transition. La transition écologique avec l'environnement, les transports, la transition énergétique avec les économies d'énergie dans le logement, avec les transports, et la transition économique avec l'emploi de proximité et l'économie sociale et solidaire. Cette candidature fait suite à mes engagements associatifs et municipaux, notamment par le biais de tout ce qui est politique de la ville et tout ce qui est démocratie participative. Donc pour moi, c'est une suite logique de continuer au niveau du département. Toujours dans ce canton de La Roche-sur-Yon-Sud, nous allons entendre maintenant Sylviane Bulteau. Elle est députée, mais elle est surtout conseillère générale sortante de ce canton. Elle se présente avec Stéphane Ibarra. Il est conseiller municipal d'opposition à La Roche-sur-Yon. Ensemble, ils portent l'étiquette Parti socialiste. On écoute donc Sylviane Bulteau. Elle évoque les priorités qu'ils porteront pendant cette campagne, avec d'abord la solidarité. Nous avons aussi des idées autour de la santé, des idées autour du handicap, comment améliorer la vie des personnes handicapées. Nous avons aussi comme priorité les personnes âgées. Voilà tout ce qui fonde, tout ce qui est le cœur de métier des départements. Bien sûr, il y a également l'éducation, puisque le conseil départemental est chargé de construire, de rénover et d'agrandir les collèges. Nous voulons améliorer le pouvoir d'achat des familles et nous voulons que le conseil départemental remplisse ses compétences et uniquement ses compétences. Et on termine avec Jean-Michel Lestrade, toujours dans le canton de La Roche-sur-Yon-Sud. Il se présente avec Catherine Roy. Tous les deux portent l'étiquette du Front National. Écoutez, Jean-Michel Lestrade, il présente les principaux axes de la campagne, parmi lesquels la baisse des impôts. Les impôts fonciers, par une baisse du train de vie de nos élus et les dépenses inutiles, le développement du service public et des petits commerces, la dignité des personnes âgées par le pouvoir d'achat, en augmentant leur pouvoir d'achat, le développement des entreprises locales. Et pour ce qui est des grands projets pharaoniques, nous procéderons à un référendum. Et nous entendrons très bientôt les 4 autres binômes de ce canton. 3 sont classés à droite et au centre. Le dernier est à gauche de la gauche. Il y a quelques jours, le guide Michelin dévoilait sa liste tant attendue chaque année par la profession. On y découvrait alors les étoilés, jugés sur leur gastronomie, les bibes, ces restaurants récompensés pour leur bonne cuisine à moins de 30 €. En Vendée, je vous le rappelle, on compte 4 étoilés, dont 2 avec 2 étoiles, la Marine à l'Herbaudière et Thierry Drapeau à Saint-Sulpice-le-Verdon. Et cette année, le département présente également 11 bibes. Vous découvrez d'ailleurs la carte avec les communes concernées. Alors pour connaître le nom des établissements, vous pouvez vous rendre sur le site internet du guide Michelin. Et le petit livre rouge décerne également le titre d'un ou 2 couverts. Cette distinction prend en compte le confort, l'accueil ou encore la propreté ou le décor du restaurant. Et bien sûr, le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 6 établissements ont obtenu l'un de ces nombreux titres. Ils étaient d'ailleurs réunis il y a quelques jours. On y retrouve l'étoilé Jean-Marc Perrochon à Bretignolles-sur-Mer. 5 autres établissements ont été récompensés par 1 ou 2 couverts. L'un d'entre eux a même reçu également un bib. Alors tous ces titres sont finalement une bonne nouvelle pour le tourisme, comme l'explique le président de l'Office du tourisme du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La restauration est une composante de l'offre touristique, particulièrement la restauration gastronomique ou semi-gastronomique, parce que c'est une restauration qui utilise les produits locaux et régionaux. Les produits locaux, notamment la sardine à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, sont un des marqueurs de l'identité d'une destination touristique. On va retrouver à présent 2 Vendéens pour le moins aventuriers. Il y a quelques mois encore, ils ne se connaissaient pas. Pourtant, les 2 ont participé à la course Rame-Guyane, une course qui les a fait traverser l'Atlantique de l'Afrique à l'Amérique du Sud sur une petite embarcation d'à peine 8 mètres. On peut donc largement parler d'aventure. Et bien, 2 mois après leur retour, pour nous, ils reviennent sur ce challenge aussi bien sportif que mental. Reportage de Delphine Ledu. Camarade rameur. Depuis Dakar. Il y a plusieurs mois, Philippe Malapert et Gérard Marie ont vécu la même expérience, la traversée de l'Atlantique à la rame. Depuis,
Une complicité est née entre les deux hommes qui reviennent sur cette aventure. Je ne parle pas des 15 premiers jours qui ont été pénibles entre guillemets, dans le sens où il fallait se détacher de la côte et puis du Sénégal, et la course n'était pas commencée, enfin la traversée n'était même pas commencée. Mais dès le moment, au bout de 20 jours à peu près, on a commencé à se décaler de la côte, enfin pour moi personnellement. Ce qui m'a plu, moi, c'est le calme, la tranquillité. La solitude. Je suis arrivé hors délai, mais j'ai rempli tout le contrat à 100%. Gérard a mis 84 jours pour venir à bout des 4000 km qui séparent Dakar à Cayenne, en Guyane. Philippe, lui, est arrivé 7e et a bouclé le périple en 60 jours. C'est physique parce qu'on est toujours sur le bateau est instable, on n'a jamais de position debout, confortable, donc ça bouge toujours. Moi j'ai ramé pas beaucoup, en moyenne je crois que j'ai dû ramer 4 heures par jour, sauf certains jours où je ramais beaucoup plus parce que pour passer la ligne d'arrivée, j'ai un peu de mal à passer, j'ai ramé de 3 heures du matin à 7 heures du soir. Outre le physique, cette traversée a demandé beaucoup de mental aux deux rameurs, un mental souvent mis à rude épreuve. Heureusement pour eux, les deux participants ont pu communiquer pendant la course. Quelque chose d'extraordinaire avec Gérard Marie, c'est que moi je t'appelais de temps en temps, on s'appelait à l'Iridium, et il m'encourageait. Alors que moi, j'aurais été à sa place, à sa place, j'abandonnais quasiment, parce que c'est déprimant. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est déprimant de ne pas avancer, très lentement, même de reculer pour certains. Moi, j'ai reculé très peu. Une expédition qui aura été rythmée par des moments de joie, de doute, de crainte, ou encore de la surprise, comme cette rencontre avec un requin à pointe blanche pour Philippe Malapert, et ce moment de liberté qu'a ressenti Gérard Marie lorsqu'il s'est retrouvé en plein milieu de l'océan, seul, juste entouré d'oiseaux et de poissons. Il y a 57 ans, en février 1958, les mines de Fémoro fermaient définitivement leurs portes. Aujourd'hui, l'histoire reprend vie grâce à une nouvelle exposition au centre minier de la commune. On y découvre des hommes et des femmes photographiés. Alors il ne s'agit pas des gueules noires, mais plutôt de leur fils ou de leur petit-fils. Chacun raconte le souvenir de ces mineurs. Un reportage d'Adelise Vinet. Sous la lumière tamisée, les murmures. Les visiteurs découvrent les 60 portraits des témoins de l'aventure minière de la région. Des portraits simples sur fond noir pour rappeler les gueules noires des mines, mais aussi pour partager des souvenirs. Moi, les mines, c'est... Puis mon papa, ma famille, quoi, c'est tout. Hein. C'est des êtres chers à notre cœur et puis pour nous, c'est beaucoup. C'était une bonne entente, une bonne vie, quoi. C'est ça surtout qui était bien. Je voudrais continuer à ce qu'on en parle, quoi. Parce que c'était vraiment... C'était bien. Vous voyez, j'en ai même les larmes aux yeux, alors. Une exposition qui donne aussi l'occasion, bien sûr, de raconter l'histoire de Fémoro. On a souhaité représenter cet ensemble de portraits pour rappeler ce qu'était la mémoire des mines de Fémoro. Et puis peut-être aussi un petit peu en hommage à ceux qui nous ont quittés depuis. Et puis aussi parce qu'elles sont très belles et qu'elles nous plongent complètement dans cette histoire qui est plus une histoire humaine qu'industrielle. Parmi les personnes photographiées, il y a Raymond. Il n'est pas venu les mains vides. Ce n'est plus ni moins qu'un courrier qui se trouvait dans le livret militaire de mon grand-père, hein, comme quoi il était mobilisé à la mine en 1914. Hein. Et la lettre signifie comme quoi il est ouvrier militaire, qu'il doit se présenter tous les matins avec son képi et un brassard. Si toutefois il y avait un manquement, qu'il ne pouvait pas, pour cause de maladie et autres, hein, il était considéré comme déserteur. L'exposition des photographies de Pascal Baudry est programmée jusqu'au 8 mars prochain. Comme chaque jour, on termine avec un point sur la météo. Et ce jeudi devrait rester sec. Les nuages et le soleil se partageront le ciel vendéen. En revanche, attention, quelques gelées sont annoncées le matin puisque par endroit, le thermomètre affichera à peine 0 degré. L'après-midi, les températures pourraient monter jusqu'à 11 degrés. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.